Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville. Je suis comme toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Il m'est parfois arrivé de rencontrer des grands hommes, des hommes qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire de leur pays ou dans la vie de leur communauté. En Afrique, il m'est même arrivé de rencontrer des chefs d'État qui n'étaient pas tous des grands hommes, loin de là. Parfois, j'ai côtoyé des hommes ou des femmes dont sur le moment je n'avais pas réalisé la grandeur. Ce n'est qu'après coup que je l'ai compris, parfois après leur décès. Certaines de ces personnalités m'ont laissé une impression durable et elles m'ont certainement permis d'évoluer, de voir les choses, de voir la vie autrement. Le 1er novembre dernier, j'ai eu la grande tristesse, alors que nous célébrions la fête de tous les saints, d'apprendre la mort de l'un de ces hommes qui ont marqué la vie de ceux qui l'avaient approché. Un homme qui m'a aussi profondément marqué. Je l'avais rencontré en 1996 dans une petite école de Brousse. Sur le moment, je ne réalisais pas l'importance de cette rencontre, qui fut pourtant déterminante pour moi, en tout cas. Je fus amené à le rencontrer à plusieurs reprises, et peu à peu, je découvris cet homme hors du commun. Cet homme était un évêque, mais un évêque vraiment peu ordinaire. Un évêque qui s'obstinait envers et contre tout à manger avec ses doigts, même lorsqu'il était reçu pour des dîners officiels en Europe ou en Amérique. Il se plaisait à répéter que Dieu lui avait donné 2 fourchettes naturelles à sa naissance, à savoir ses mains, et qu'il ne voyait donc aucun intérêt à en utiliser d'autres. Cet homme à la forte personnalité, au caractère bien trempé, qui refusait le luxe et la pompe, avait connu la guerre, l'oppression et la famine. Ce prélat hors du commun, c'était Monseigneur Paris des Tabannes, évêque émérite de Taurite. Je suis heureux de l'avoir connu et aimé, même s'il nous arriva d'avoir parfois des désaccords ou des différences d'approche. Je le respectais, je respectais son engagement, son parcours unique, ses combats et la vie qu'il menait auprès de son peuple. Cette émission lui est dédiée et je voudrais revenir sur cette vie. Je commencerai par cette phrase de Monseigneur Tabannes, prononcée lors de l'un de ses voyages en Europe. Je suis ici en tant que voix des sans-voix, la voix des peuples chrétiens du Sud-Soudan. Je n'ai ni cathédrale ni siège épiscopal. Ma cathédrale, ce sont les arbres et les cabanes où je prie avec les chrétiens. Je vis déplacé dans mon pays comme mon propre peuple. Paris des Tabannes naquit en 1936 à Opari, au Soudan du Sud. Il appartenait au clan des Logopi de la tribu des Mahdi. À sa naissance, il reçut le nom traditionnel de Odega, ce qui signifie, dans la langue des Mahdi, quelqu'un né trop tard. Son père était un musulman non pratiquant, alors que sa mère était demeurée fidèle à la religion traditionnelle de son peuple. En 1940, la famille, qui comptait 5 enfants, quitta sa région d'origine
pour aller s'installer dans la petite ville de Torit. La famille fit ce voyage de 83 km à pied et en groupe, par crainte de mauvaises rencontres, des guerriers d'autres ethnies, par exemple. Durant tout ce voyage, qui dura plusieurs jours, c'est un oncle qui porta le petit garçon alors âgé de 4 ans seulement. Torit, leur destination, n'avait de ville que le nom à l'époque. Les seuls bâtiments en dur que l'on y trouvait étaient bien sûr le bureau de l'administrateur britannique, le poste de police et quelques boutiques. Il y avait aussi une entreprise cotonnière. C'est là que le père de Parideh Taban trouva un emploi. L'enfant grandit ensuite avec les enfants des employés de cette entreprise coloniale. Ces travailleurs appartenaient tous à différentes ethnies du Soudan du Sud. Cela devait me guérir de toute forme de tribalisme, devait-il raconter plus tard. C'est en 1950, à l'âge de 14 ans, que l'enfant fut baptisé et qu'il reçut le nom de Parideh, un nom dérivé de Paris, le légendaire fils du roi de Troie dans l'Iliade. L'année suivante, Parideh entra au séminaire d'Okaru, attiré, comme il devait le confier plus tard, par le fait que les missionnaires portaient de beaux vêtements. Dans ce séminaire, il apprit aussi à fabriquer des meubles et à réparer des voitures, des talents qui devaient se révéler fort utiles plus tard. C'est en 1955 qu'il découvrit l'horreur de la guerre et la violence qui en découlait. Une mutinerie de la garnison de Torit contre l'administration coloniale y fut en effet déclenchée le 18 août 1955 par un petit groupe d'officiers de la 2e compagnie de l'Equatoria Corps. Et cette mutinerie gagna très vite d'autres villes du Soudan du Sud. Très vite, dès le 22 août, les rebelles finirent par se rendre à Torit, l'endroit même d'où était partie leur mutinerie. La capitulation fut signée le 30 de ce mois. Le jour suivant, les troupes gouvernementales firent leur entrée dans Torit et ceux qui venaient de se rendre furent aussitôt arrêtés. Les promesses de pardon ne furent pas respectées et les mutins furent sommairement jugés. 300 d'entre eux furent exécutés aussitôt le verdict rendu. Si cette mutinerie de 1955 fut durement réprimée, elle marqua cependant le début d'une période de grande instabilité et de tensions politiques entre le sud et le nord du Soudan, qui conduisit, après l'indépendance, à une véritable rébellion qui débuta en 1963 et qui fut connue dans le monde entier sous le nom de rébellion Anyanya. Cette première guerre du Soudan du Sud dura jusqu'aux accords de paix d'Addis Abeba en 1972. C'est le 1er janvier 1956 que le Soudan devint indépendant. Très vite, le séminaire où Parideh Taban étudiait fut pris entre les deux forces antagonistes, les troupes gouvernementales et celles des rebelles qui refusaient la domination du sud du pays par les arabo-musulmans du nord. Taban échappa à plusieurs tentatives d'assassinat. En 1964, il fut ordonné prêtre. À cette occasion, comme cadeau, il reçut son permis de conduire, qui, lui aussi, lui fut plus tard fort utile. En 1966, un autre prêtre sudiste, le père Agostino, échappa de peu à l'exécution à Djouba. C'est alors que les 3 seuls prêtres autochtones du Soudan du Sud prirent une décision.
celle de refuser de fuir et de demeurer coûte que coûte dans leur pays, le Soudan du Sud, auprès de leur peuple. Ils tinrent cette promesse et, jusqu'en 1972, ils furent les seuls prêtres des provinces d'Équatoria et de l'Est du Soudan du Sud. De 1966 à 1972, le père Paridé Taban mena ses activités au sein de l'Église dans un environnement très hostile, alors que les combats entre la rébellion à Nyanya et l'armée de Khartoum faisaient rage. Un jour, lui et un groupe de religieuses échappèrent à la mort alors qu'ils se trouvaient dans un séminaire. Ils furent en effet protégés par un soldat de l'armée du Nord, comme il devait le raconter bien plus tard. Je le cite. « Parce que je lui avais offert un casier de bière et un bœuf pour ses soldats, et que je lui avais promis en outre de lui vendre une Land Rover d'occasion s'il venait à notre secours. » Fin de citation. Durant toute cette période de guerre civile, Paridé Taban porta assistance tant aux civils qu'aux soldats. En 1972, les rebelles et le gouvernement du maréchal Gafar el-Néméri signèrent un accord de paix à Addis-Abeba, après une médiation menée entre autres par le Conseil mondial des Églises. En 1974, après le retour de la paix, Paridé Taban se rendit en Ouganda afin d'y échanger 2 défenses d'éléphants contre une paire de bœufs et une charrue. C'est ainsi qu'il introduisit cette méthode de labourage au Soudan du Sud. En effet, jusque-là, les cultivateurs du Sud-Soudan utilisaient la houe pour labourer. En 1976, il fut nommé curé de la paroisse de Loa, où il fonda une coopérative agricole. Voici ce qu'il devait en dire. Nous affirmâmes très clairement que cette coopérative appartenait à la population et non à une tribu ou à un clan particulier. En 1977, il fit la connaissance d'un responsable du Catholic Relief Services, la Caritas des États-Unis. Il était alors complètement épuisé par des années de guerre et de travail intense, et il accepta donc avec reconnaissance une invitation à se rendre aux États-Unis dans le Wyoming. Et là, il travailla dans le ranch du père de ce responsable américain, en aidant à réparer les clôtures et en nettoyant les étables. C'est en 1978 que fut créée la Conférence des évêques du Soudan. En 1979, Paridé résista à des offres d'engagement en politique. Je ne voulais pas devenir ministre ou avoir une position de pouvoir. Je voulais continuer avec mon travail béni de prêtre, devait-il déclarer bien plus tard en évoquant cette période. En 1980, alors qu'il se trouvait à Malakal, le chef-lieu de la province du Haut-Nil, il apprit par la radio qu'il avait été nommé par le pape évêque coadjuteur de Djouba. C'est le 4 mai de cette année-là, donc 1980, qu'il fut consacré évêque à Kinshasa, alors que le pape Jean-Paul II effectuait une visite au Zaïre. Dans l'avion qui le conduisait dans la capitale zaïroise, sa mère, dont c'était le baptême de l'air, lui enseigna une leçon qu'il n'a jamais oubliée depuis et qu'il s'est toujours efforcé de mettre en application. Je cite à nouveau Monseigneur Paridé Taban. Elle m'enseigna comment on peut éviter sa propre peur et neutraliser son instinct d'autopréservation en se concentrant sur la souffrance des autres qui ont besoin d'aide et de réconfort plutôt que sur soi-même. Cette leçon m'a toujours aidé à surmonter ma peur dans les situations à risque. Et des situations en risque, il devait en vivre de très nombreuses.
En 1981, Parideh Taban travailla avec Sudan Aid Caritas dans les camps de réfugiés. 1983 fut une année charnière, tant dans la vie de Parideh Taban que dans l'histoire du Soudan. C'est en effet cette année-là qu'il fut nommé évêque de Torit, un diocèse nouvellement créé. C'est aussi en 1983 qu'éclata une nouvelle guerre dévastatrice au Soudan du Sud, lorsqu'une nouvelle rébellion sudiste, dirigée par le colonel John Garang, fondateur de la SPLA. La SPLA, c'est l'armée de libération des peuples du Soudan. Torit demeura sous le contrôle de l'armée de Khartoum. En 1986, la SPLA s'en approcha. Parideh Taban décida de rester dans son diocèse avec 3 de ses prêtres. Leur seul contact avec le monde extérieur, et en particulier avec Djouba, se faisait grâce à une radio à ondes courtes. C'est en 1988 que Parideh Taban se rendit à Rome avec les autres évêques soudanais pour une rencontre avec le pape. De retour à Djouba, il apprit que Torit était assiégé par les rebelles et qu'il y avait de nombreux morts et blessés. La population faisait face à la famine. Parideh Taban organisa alors un convoi de 100 camions pour apporter des secours. Ce convoi, mené par Parideh Taban en personne, fut une véritable épopée infernale qui dura plusieurs semaines. Il essuya des tirs et des bombardements qui firent chaque jour des victimes. Le convoi tomba même dans une embuscade qui fit 60 morts. Sur les 100 camions qui avaient quitté Djouba, seulement 60 arrivèrent à Torit. Le siège de Torit dura jusqu'en 1989, quand la ville fut finalement prise par la SPLA. Parideh Taban disparut alors complètement. On devait apprendre plus tard qu'il avait été détenu pendant des mois dans des conditions inhumaines dans une prison de brousse de la rébellion. Et quand je dis prison de brousse, cela veut dire un trou creusé dans le sol recouvert par une plaque de métal. Lorsqu'il fut enfin libéré par les rebelles, Parideh Taban participa à la fondation du New Sudan Council of Churches, NSCC, c'est-à-dire le Conseil des Églises du Nouveau-Soudan, dont le but était de coordonner l'aide et les secours dans les zones contrôlées par la SPLA. Par Nouveau-Soudan, on entendait à l'époque le territoire contrôlé par la rébellion. Parideh Taban devint le président de la NSCC, tandis que le père Mathieu Hauman, des missionnaires de Mill Hill, fut désigné secrétaire. Alors que toutes les structures civiles, santé, éducation, communication, avaient été détruites par la guerre, le NSCC entreprit de créer de nouvelles infrastructures. En 1991, le régime marxiste de Mengistu Haile Mariam en Éthiopie fut renversé par la rébellion éthiopienne. L'Éthiopie avait jusque-là joué le rôle de base arrière pour la SPLA dans sa guerre contre le régime de Khartoum. Le nouveau régime éthiopien chassa les rebelles sud-soudanais du pays, ainsi que le très grand nombre de réfugiés qui vivaient en Éthiopie alors, qui furent contraints de regagner le Soudan du Sud dans des conditions dramatiques. Parideh Taban se rendit sur la frontière avec le père Hauman. Il n'avait rien à offrir aux réfugiés qui arrivaient en masse. Le missionnaire néerlandais demanda si, dans de telles conditions, leur présence était réellement nécessaire. L'évêque lui répondit : « Quand nos mains sont vides, il est plus facile de serrer des mains. » C'est ainsi qu'ils accueillirent
personnellement les rapatrier sur le bord de la rivière qui sépare les deux pays. Là, ils virent même une femme accoucher alors qu'elle était encore dans l'eau. La vue de ces dizaines de milliers de malheureux réfugiés, pris sous les tirs des soldats éthiopiens sur l'autre rive, en particulier la vue de ses enfants, demeura pour toujours gravée en lui. Ce fut l'une des innombrables tragédies de cette guerre du Sud-Soudan. En 1993, Paris Taban ouvrit une église et un centre humanitaire à Narous, une localité de brousse située entre Torit, reprise par l'armée du Nord, et la frontière kenyane. De là, l'évêque s'engagea de plus en plus dans une campagne internationale pour la paix au Soudan. Lorsque le pape Jean-Paul II visita Khartoum, un reporter de la BBC demanda à Paris Taban ce qu'il avait à dire au sujet de cette visite pontificale. Sa réponse fut, je le cite, « Votre sainteté, vous vous rendez à Khartoum pour rencontrer les fidèles, là-bas. Un grand tapis rouge va être déroulé pour vous. Mais sachez que la main qui va vous saluer est dégoulinante du sang de vos chrétiens. » Dans la lettre de l'Avent du NSCC en 1994, il était écrit « Les Africains du Soudan ont été exploités des siècles durant. L'esclavage y existe encore. La politique du régime de Khartoum est pire que l'apartheid. L'apartheid permettait malgré tout un certain développement. Les politiques des régimes successifs à Khartoum sont celles de la conquête, de l'exploitation, de l'esclavage, de l'islamisation et de la guerre. Il n'y a pas d'autre nation en Afrique qui subisse une telle oppression que le Soudan. En 1995, Paris Taban voyagea à l'intérieur de son diocèse ainsi que dans les communautés chrétiennes d'Équatoria occidentale. Il lui arriva de passer au milieu des combats et des tirs. Un soir, le leader rebelle John Garang ordonna à ses hommes d'ouvrir le feu de manière intensive afin que les soldats gouvernementaux se mettent à l'abri, ce qui permit à Paris Taban de passer. Voici comment il décrivit ce moment. Il pleuvait des grenades des deux côtés. Les soldats utilisaient des cadavres pour s'abriter. Nous conduisîmes à travers tout cela et nous atteignîmes notre destination. Fin de citation. En 1997, la guerre avait achevé de détruire toutes les voies de communication de son diocèse. Paris Taban comprit alors que les communautés avaient besoin de connexion entre elles afin de pouvoir communiquer. Il décida alors de construire une route depuis la frontière kenyane jusqu'à la partie orientale de son diocèse, le district de Couronne. Cette route, longue de 300 km, fut surnommée Taban Highway, et elle fut réalisée à l'aide d'un bulldozer que les rebelles avaient pris aux forces gouvernementales. Ce projet fut dirigé par un volontaire néerlandais que j'ai connu, nommé Ido Jacobs. En 1999, la guerre du Soudan du Sud dégénéra en affrontements interethniques entre les Sud-Soudanais eux-mêmes, causant d'immenses pertes humaines. Paris Taban ne ménagea pas ses efforts pour effectuer des médiations entre les protagonistes. En l'an 2000, Paris Taban fit creuser des abris anti-aériens et créer une école à Narous. Il fit aussi construire un pont sur la rivière Couronne, puis il lança son projet de village de la paix. Hauman dit alors, parlant de Taban, « Il préfère conduire sa vieille Land Rover plutôt que de diriger un diocèse. » En 2004, Paris Taban demanda au pape de le relever de sa charge d'évêque de Torit.
C'est en 2005 qu'un accord de paix fut enfin signé à Nairobi entre la SPLA et le gouvernement de Khartoum, mettant ainsi un terme à 22 années de guerre. Cette même année, les nouvelles autorités du Soudan du Sud autonome donnèrent 10 km² à Paris-des-Tabanes afin qu'il puisse y construire son village de la paix de la Sainte Trinité, un endroit qui serait un point de rencontre entre des tribus jusque-là antagonistes. Un lieu pour les pauvres et les plus abandonnés, comme Paris-des-Tabanes devait le décrire. Avec Pax Christi, Paris-des-Tabanes initia un programme transfrontalier pour la paix et le sport au Soudan du Sud, en Ouganda et au Kenya. L'objectif était de donner aux jeunes soldats de différentes ethnies l'opportunité de se rencontrer en temps de paix et de déconstruire leurs conflits et de les aider à trouver un meilleur mode de vie sans violence. En 2006, le village de la paix commença à prendre forme avec la construction d'une école, d'un dispensaire, d'un centre de formation agricole et d'une maison communautaire. En 2008, avec des activistes de la paix de l'Équatoria oriental, de Jonglei et du Karamoja et du Turkana, des régions donc du Sud-Soudan, du Kenya et de l'Ouganda, le village de la paix organisa une conférence transfrontalière de la paix qui rassembla 400 jeunes guerriers des tribus antagonistes de ces trois pays, avec leurs leaders respectifs, afin de promouvoir la paix et de briser le cycle de violence intercommunautaire et de mettre un coup d'arrêt aux raids que menaient ces tribus les unes contre les autres afin de se voler mutuellement le bétail. Il s'agissait des ethnies Toposa, Murle, Didinga, Buya, Djie, Turkana et Karimojong, qui sont toutes des tribus semi-nomades d'éleveurs de vaches. En 2009, le village de la paix devint une véritable oasis de paix au Soudan du Sud, alors que le pays était toujours ravagé par la recrudescence de conflits. Dans son message de Noël, Paris-des-Tabanes écrivit « Quand ses disciples demandèrent à Jésus où il vivait, la réponse fut « Venez et voyez ». Lorsque l'on me demande où je vis, je dis « Venez et voyez ». Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. L'amour est la clé du paradis. En 2011, à la suite d'un référendum d'autodétermination, le Soudan du Sud proclama son indépendance. Cet événement fut malheureusement suivi, dès 2013, par le déclenchement d'une nouvelle guerre civile impliquant les deux factions de la SPLA, comprenant des éléments des deux principaux groupes ethniques du pays, à savoir les Dinka et les Nuer. En 2012, Paris-des-Tabanes reçut pour la seconde fois le prix Mundo Negro pour la fraternité, et en février 2013, il se rendit au siège madrilène du magazine combonien Mundo Negro afin d'y recevoir ce prix. La même année, il fut en outre nominé pour le prix Nobel de la paix, qu'il ne devait pas obtenir malheureusement. En 2014, Paris-des-Tabanes entreprit une nouvelle médiation avec le Soudan, avec le soutien d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale norvégienne nommée NCA et de Pax Christi, afin d'arriver à un accord de paix entre la faction rebelle de David Yao Yao et les autorités de Djouba. En 2015, en présence de 5 ambassadeurs européens, du gouverneur d'Équatoria oriental et de David Yao Yao, Paris-des-Tabanes lança l'Académie de paix de Couronne. Tous les éléments constitutifs du village de la paix devaient y être couverts et devaient être repris par cette nouvelle académie, à savoir vivre par l'exemple, la médiation et le dialogue communautaire et des programmes d'échange afin de mettre ensemble des Sud-Soudanais et des étrangers au village de la paix pour générer la réconciliation et le changement au Soudan du Sud. La même année, le dispensaire du village obtint l'installation de son premier médecin résident.
En 2016, avec le soutien de l'Union européenne, Parideh Taban et l'équipe du Village de la Paix firent construire une route reliant Narous à Couronne. Malheureusement, cette année-là, la violence reprit, provoquant le déplacement de milliers de civils. Les Nations unies lancèrent même un cri d'alarme, évoquant la possibilité d'un génocide. L'équipe du Village de la Paix conduisit avec succès une nouvelle médiation, dans un conflit local impliquant des voleurs de bétail. 2017 fut hélas l'année d'une nouvelle famine au Soudan du Sud. En 2018, la fondation Roosevelt décerna à Parideh Taban le prix des 4 libertés pour sa vie et son dévouement dédié à la cause de la liberté et de la paix pour le peuple du Soudan du Sud. Alberto Esman a recueilli les souvenirs et la riche expérience de Monseigneur Parideh Taban dans un livre intitulé « Constructeur de paix au Soudan ». Cet ouvrage a été publié en espagnol aux éditions Mundo Negro. Monseigneur Parideh Taban est donc décédé le 1er novembre dans un hôpital de Nairobi, la capitale du Kenya, où il était soigné. L'évêque émérite de Torit aura dédié sa vie entière à construire la paix en créant des points de rencontre, de dialogue et de réconciliation. Son corps vient d'être rapatrié à Djouba, où ses obsèques doivent être célébrées. Pour conclure cette émission, je voudrais conter brièvement comment mon chemin rencontra celui de Monseigneur Parideh Taban. En 1995, le Programme alimentaire mondial des Nations unies m'affecta à son bureau de Kampala, la capitale ougandaise, où je fus chargé de l'aide et des secours aux réfugiés. La grande majorité des réfugiés vivant en Ouganda venaient du Soudan du Sud en guerre. Mes fonctions me menaient donc à visiter régulièrement les différents camps de réfugiés. C'est ainsi qu'un jour de 1996, je visitais l'école primaire du bienheureux Damien, située dans le district de Masindi, dans le nord-ouest de l'Ouganda. Cette école accueillait des enfants réfugiés. J'y rencontrai sa directrice, une femme tout à fait exceptionnelle, la sœur Sophie Asimwe. C'est elle qui me parla pour la première fois de Monseigneur Parideh Taban, le fondateur de cette école. Elle m'expliqua que ce projet avait été initié afin de mettre à l'abri et d'offrir une éducation à d'anciens enfants soldats de la SPLA recrutés au sein du peuple Nuba. Le peuple Nuba, c'est ce peuple qui vit dans les montagnes, dans les monts qu'on appelle les monts Nuba, dans la province du Kordofan, qui se trouve malheureusement dans le Soudan du Nord, dans ce qui reste du Soudan, et qui continue donc à souffrir de la répression et des persécutions des autorités de Khartoum. Ensuite, d'autres enfants originaires de différentes parties du Soudan du Sud et de différentes ethnies y furent également amenés. La sœur Sophie et moi devinrent amies et nous le sommes restés jusqu'à ce jour. Elle est même venue à Bastia. Je multipliais mes visites dans son école et après mon départ du PAM en 1998, j'y ai aussi enseigné. J'ai lancé l'enseignement du français dans cette école. Cette longue collaboration avec la sœur m'amena tout naturellement à rencontrer Monseigneur Parideh Taban lors de l'une de ses visites. Je me suis même rendu à Narous, en territoire libéré de l'Équatoria oriental, où il avait établi sa base, puisque Torit était encore tenu par l'armée nordiste. Pour y arriver, j'avais voyagé en 4x4 depuis Lokichokyo au Kenya. Je garde un grand souvenir de ce séjour chez Monseigneur Parideh Taban et de l'expérience vécue là-bas. Je devais le revoir régulièrement jusqu'au début des années 2000 et mon départ définitif d'Ouganda. Nous avons cependant maintenu jusqu'à récemment des échanges épistolaires grâce à Internet. Dans chacun de ces courriels, il me demandait de venir visiter son village de la paix, l'œuvre de sa vie. Je regretterai toujours de ne pas avoir saisi cette opportunité et d'honorer son invitation.
Voilà, chers amis auditeurs, ce que je voulais dire au sujet de ce grand homme, Monseigneur Paris Tabannes, un homme peu connu dans le monde francophone, mais qui est devenu l'un des hommes les plus connus du Soudan du Sud et qui a obtenu une reconnaissance internationale dans de nombreux pays, comme nous l'avons vu. Je vous laisse sur ces mots, heureux de vous avoir fait connaître Paris Tabannes, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.